voyage éducatif en 1932 où on va apprendre les grands principes de Haute 2.1 à travers des exemples de la vie réelle. Je me présente, je m'appelle Julien Topsu et je serai votre guide lors de cette expérience cinématographique qui a été rendue possible par les studios Shodo, donc qui est une ESN parisienne et nantaise qui va redonner son salariat en réintégrant des avantages du freelancing. On peut en discuter après la con si ça vous intéresse. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Grand Budapest Hotel, au sein duquel j'ai le rôle du responsable de la sécurité. Et je vous ai sélectionné quelques moments forts qui illustrent très bien les principes de Haute 2.1. Donc, comme vous l'avez vu dans le générique, nous avons eu un jour deux convives qui se sont tapés dessus, notamment parce que l'un des convives a trouvé quelqu'un dans son lit, en fait. Parce qu'on a un petit problème dans le palace qui entache vraiment notre réputation, qui est un problème de squatter. Pour vous expliquer pourquoi ce problème existe, il faut que je vous explique comment est organisé l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a deux grandes parties. Il y a la partie privative. Dans la partie privative, vous avez les chambres de nos convives, la pâtisserie Mendels qui est à l'intérieur de l'hôtel, que vous avez vu dans le générique, et le bureau du concierge général Gustave, qui est le manager de l'hôtel. De l'autre côté, on a la partie publique, c'est le lobby. C'est là où en fait on va avoir toutes les entrées-sorties des convives et c'est ici qu'on reçoit nos visiteurs. Et Gustave, pour sécuriser l'accès à la partie privée, a positionné sur l'unique porte qui sépare ces deux espaces une serrure à code. Et donc pour pouvoir ouvrir cette serrure à code, il y a un code unique qu'il va donner à tous les convives de l'hôtel. Ça représente à peu près 400 personnes. Et c'est le même code pour tout le monde. Et là, ça nous amène en fait à un petit problème. C'est que des fois, on a des anciens convives qui passent en ville et qui se disent « Tiens, je me ferais bien une sieste là. Et tiens, je me rappelle à l'époque qu'on m'avait filé un code. On va voir s'il marche toujours. » Comme le code ne change jamais et qu'il est unique, effectivement, ils peuvent rentrer. C'est pour ça qu'on a des problèmes de squatteurs. Là, on a ce qu'on appelle un problème de révocation. Puisque comme on a un code unique, une fois qu'on l'a donné à quelqu'un, on n'a plus aucun moyen de faire en sorte de lui enlever les accès. On n'a pas le petit flasher de Men in Black pour qu'il oublie le code. Alors, une possibilité, ce serait d'à chaque fois que quelqu'un sorte de l'hôtel, en fait, qu'il rende sa réservation, on change ce code. Mais on a 400 convives, on a des entrées-sorties toutes les 30 minutes. Alors, imaginez toutes les 30 minutes régénérer un code, le donner à 400 personnes en 1932, c'est pas foufou. Alors, pourquoi je vous parle de ce problème-là ? Parce que c'est un problème, en fait, qui existe aussi dans le web. Là, je vous ai sélectionné une petite fonctionnalité qui existait dans Facebook jusqu'en 2016. Et dans cet écran, en fait, vous pouviez demander à Facebook d'importer vos contacts mail et d'en faire des amis dans Facebook. Alors, vous pouvez voir que ce screenshot est un peu vieux, parce qu'on a des trucs comme AIM, Windows Live Hotmail et AOL. Alors, ça se trouve, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Mais c'est un petit peu des trucs de dinosaures, on va dire. Mais en gros, imaginez que ce soit Gmail, là, par exemple. Et comment Facebook fait pour importer vos contacts ? Il y a une petite mire de login, là, et ils vous demandent votre email et le mot de passe de votre email. Et surtout, ils disent, vous inquiétez pas, on ne les stocke pas, les mots de passe de vos emails. Donc, ça veut dire que Facebook vous demande votre mot de passe Gmail pour importer vos contacts. Il vous dit surtout, t'inquiète pas, on va tout oublier. Bon, c'est juste qu'en 2018, ils avaient un petit bug qui faisait qu'ils loguaient les mots de passe en clair de leurs propres utilisateurs dans leur système de monitoring, mais bon. Mais imaginons que là, en fait, Facebook, imaginons qu'ils ne soient pas vraiment malveillants, mais qu'ils ont un bug et qui fait qu'ils continuent d'importer les contacts, alors que vous n'en avez pas envie. Bon, imaginons même qu'ils font n'importe quoi, qu'ils suppriment vos contacts. Ça va vous embêter. Donc, ce que vous allez vouloir faire, ça va être de révoquer l'accès de Facebook aussi. Mais, encore une fois, si vous voulez révoquer l'accès de Facebook, vous n'avez qu'un seul choix, c'est de changer votre mot de passe, parce qu'il n'offre aucune fonctionnalité pour oublier votre mot de passe. Et ça va vous embêter parce que vous allez devoir retenir un nouveau mot de passe, sauf si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, mais ça, c'est encore autre chose. Et si vous aviez d'autres intégrations, comme par exemple LinkedIn, qui faisait la même chose, qui intégrait vos contacts de manière automatique, et que vous voulez garder ces intégrations-là, vous n'avez pas d'autre choix que de réimpacter le changement partout. Donc c'est vraiment galère. Donc on va voir comment résoudre ce problème de révocation.
Et le tout en s'appuyant, encore une fois, dans l'hôtel, parce qu'on veut illustrer ça par des exemples de la vie réelle. Pour vous expliquer un petit peu, pour vous expliquer comment on résout ça, il faut d'abord que je pose des mots de vocabulaire qui sont propres aux hôtes. Ici, les chambres, c'est ce que les convives tentent d'accéder, donc on va appeler ça des ressources. Le Grand Budapest Hotel, au sens de l'entreprise, c'est l'entreprise qui possède ces chambres. Donc l'entreprise, on va appeler ça le ressourçonneur dans ce cas-là. L'hôtel, c'est là où physiquement on va trouver les chambres. Donc l'hôtel, on va appeler ça le ressource-serveur. Et les convives sont les personnes qui tentent d'accéder aux ressources, aux chambres. Ce sont donc les clients. Ça va ? Ok. Alors, ce qu'on va faire, du coup, pour ne plus avoir ce problème de révocation, c'est qu'on va distribuer des codes temporaires et personnalisés. L'avantage de ça, c'est que comme ils sont personnalisés, ça veut dire que chaque personne a un code différent. Ce qui fait que si j'ai envie de révoquer l'accès d'une personne en particulier, je révoque un seul code. Et les autres personnes ne sont pas impactées. L'avantage aussi de faire en sorte qu'il soit temporaire, c'est qu'on va pouvoir mettre une date d'expiration sur ce code. Et notamment, on peut se dire, on va mettre la date de check-out, la date de fin de réservation du convive. Ce qui fait qu'automatiquement, ce code est plus utilisable, et s'il tente de le réutiliser après sa date d'expiration, il ne pourra plus accéder à l'hôtel, en tout cas aux chambres. On s'était demandé qu'est-ce qu'on pouvait utiliser qui serait temporaire et personnalisé dans le cas de la réservation d'hôtel. En fait, c'est assez simple, le numéro de réservation. Quand vous réservez une chambre d'hôtel, vous avez un numéro de réservation. Et il est unique à votre réservation et il n'est valable que jusqu'à la fin de votre réservation, puisque la réservation n'existe plus après la fin de votre réservation. On est en 1932, donc le numéro de réservation, on l'envoie par courrier. Internet n'existe pas encore. Ce numéro de réservation, c'est ce qu'on appelle le code d'autorisation, qu'on dit aussi en anglais Authorization Code, pour avoir le vrai terme OAuth2. Donc maintenant, ça veut dire que nos convives arrivent à l'hôtel, vont sur la serveur à code, mettent le numéro de réservation pour accéder aux chambres. Et là, on a résolu notre problème de révocation. Mais malheureusement, ce n'est pas les seuls problèmes de sécurité qu'on a dans l'hôtel. Il faut que je vous présente Dimitri, qui est un des VIP de l'hôtel. Et un jour, Dimitri vient se plaindre auprès de Gustave parce que quelqu'un aurait détourné de l'argent sur son ardoise au sein de l'hôtel. Oui, parce qu'en fait, on offre à nos VIP la possibilité de payer un peu à crédit, donc ils ont des ardoises. Et je vais vous expliquer comment les personnes malveillantes s'y sont pris pour justement réussir à facturer des choses sur son ardoise. Je vous ai parlé de notre pâtisserie. Elle est très, très connue, elle est très, très réputée. Là, c'est un de nos gâteaux qui s'appelle le courte-sang. Si vous avez vu le film de Wes Anderson, le Grand Budapest Hotel. Et on s'est dit, on va faire un kiff à nos VIP, et pendant qu'ils sont en bas des pistes de ski, s'ils ont envie d'une pâtisserie, ils peuvent nous appeler, on va leur livrer. Mais le truc, c'est que ce n'est pas notre cœur de métier, nous, de faire la livraison de repas. Donc on fait un appel à un prestataire externe qui s'appelle Roberit. Toute ressemblance avec une figure du Parti communiste des années 90 ne serait que fortuite. Désolé pour le mauvais jeu de mots. Et donc, Roberit, c'est le prestataire, c'est le prestataire avec qui on travaille pour la livraison de repas, et c'est une relation exclusive. Il n'y a que eux qui sont capables de livrer des pâtisseries de chez nous. Et pour vous expliquer quel était le process, en fait, quand Dimitri voulait commander une pâtisserie, Dimitri appelait au téléphone Roberit en demandant j'ai envie de commander là, voilà. Et Roberit, du coup, devait pouvoir facturer sur son ardoise cette pâtisserie. Et pour pouvoir accéder à cette pâtisserie, il demandait le numéro de compte de Dimitri au sein du Grand Budapest Hotel, ainsi que son mot de passe. Et Dimitri les donnait. Ensuite, il y avait tout le process de réservation, etc. Mais le problème, c'est que ce jour-là, Dimitri est tombé sur un employé malveillant chez Roberit. Et cet employé malveillant, en fait, a appelé Gustave, donc qui est le gérant de l'hôtel, et s'est fait passer pour Dimitri, en disant « Ah là, je veux faire une super grosse commande, je vais m'éclater le bide. » Ok, pas de souci, mais par contre, tu vas me donner ton numéro de compte et ton mot de passe pour que je puisse vérifier que tu es bien la personne que tu prétends être, c'est-à-dire Dimitri. Pas de souci. Là, il les a, puisque Dimitri lui a donné tout à l'heure. Donc l'employé malveillant peut passer la commande, et Gustave n'y voit que du feu. Là, on a un problème d'imposture.
Parce qu'à chaque fois que vous donnez votre compte et votre mot de passe à quelqu'un, vous lui offrez la capacité d'usurper votre identité. Donc il ne faut surtout pas donner ce genre d'informations à n'importe qui, et surtout pas à des personnes qui ne sont pas en fait gérer ces informations. C'est-à-dire que dans le cas de Facebook et Google, quand vous donnez votre mot de passe Gmail à Facebook, Gmail en fait peut envoyer des mails en votre nom et vos contacts n'en sauront rien. C'est pour ça que ce n'est pas une très bonne idée et c'est une des raisons pour lesquelles on a inventé Auth 2, pour éviter ce genre de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un moyen pour que Roberit soit capable d'accéder à l'ardoise de Dimitri et faire tout le reste du process, c'est-à-dire passage de commande, et d'aller chercher la pâtisserie qui est dans l'hôtel. Parce que la pâtisserie, je vous rappelle, elle est derrière cette serrure à code, donc il va falloir trouver un moyen d'y accéder, sans ne divulguer à aucun moment les informations critiques de Dimitri, qui sont son identifiant et son mot de passe. Alors comment faire ? On va changer le process. C'est-à-dire que Dimitri appelle Roberit. Mais on a dit à Dimitri qu'à aucun moment il devait donner son mot de passe à qui que ce soit. OK. Et on a dit aussi à Roberit de ne plus jamais demander ce genre d'informations. Donc le problème, c'est que Roberit, là, ne connaît pas Dimitri. Et Roberit doit s'assurer que Dimitri a bien un compte à l'hôtel, sinon ils ne vont pas pouvoir facturer. Parce qu'en fait, on ne permet pas à n'importe qui de passer des commandes seulement à nos VIP. Donc le seul moyen qu'ils ont pour vérifier cette information, c'est de mettre Dimitri en attente et d'appeler Gustave. Pour lui dire, là j'ai un gars, il dit qu'il s'appelle Dimitri, est-ce que tu pourrais vérifier qu'il est bien VIP à l'hôtel et qu'il a bien une ardoise ? Et surtout, parce qu'on est en 1932, on n'a aucun moyen de savoir qui nous appelle, tu me rappelles à ce numéro-là. Pourquoi Roberit fait ça ? C'est parce que Roberit, on a un contrat avec eux, et Roberit sait très bien que Gustave est le responsable de l'hôtel. Donc c'est un tiers de confiance qui peut l'aider ici à aller plus loin dans la transaction et d'être sûr en fait que Dimitri est bien la personne qui prétend être. Ce qui se passe du coup, c'est que Dimitri se retrouve dans une conversation directe maintenant avec Gustave, parce qu'il y a un transfert d'appel. Roberit n'est plus dans l'appel. Et là, on a Gustave qui va demander à Dimitri son numéro de compte et son mot de passe au centre Grand Budapest Hotel. Et cette fois, ça va. Pourquoi ? Parce que Gustave, comme c'est le manager de l'hôtel, lui donner son numéro de compte là-bas, c'est totalement normal, parce que légalement, c'est lui qui en est responsable. Si un jour, il y a un problème là-dessus, sur son ardoise, c'est lui qui va se faire taper dessus. Donc, si ça match, ce mot de passe et ce numéro de compte, en fait, Gustave peut s'assurer que Dimitri est bien la personne qu'il prétend être, le mettre en attente et rappeler Roberit pour confirmer son identité. Et ensuite, il va pouvoir donner l'information que Dimitri a bien une ardoise au sein de l'hôtel. Ce process-là, qui est le tout début de notre process parce qu'il y a une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'authentification par tiers. En fait, on a deux protagonistes qui ne se connaissent pas, Dimitri et Roberit. Et pour pouvoir travailler ensemble, ils vont chacun s'appuyer sur un tiers de confiance qui est Gustave. Roberit connaît Gustave parce que c'est le manager de l'hôtel et ils ont signé un contrat ensemble. Dimitri connaît Gustave parce que Gustave est le manager de l'hôtel et Dimitri est un client de l'hôtel. Roberit connaît aussi Gustave parce qu'on a signé un contrat en fait entre nos deux entreprises. Gustave prend un rôle qui s'appelle l'Authorization Server. Son rôle, c'est d'authentifier et protéger le end-user. Pourquoi il le protège ? Parce que si on revient sur ce process-là, à aucun moment, en fait, Gustave ou Dimitri n'a donné les credentials, enfin le couple mot de passe et login, à Roberit. Tout est resté, en fait, on va dire, entre guillemets, dans le domaine de l'hôtel. Parce qu'il n'y a que Gustave qui a reçu ces informations-là. Et le but aussi de l'Authorization Server, donc de Gustave, c'est de confirmer l'accès du end-user Dimitri auprès de Roberit. Parce que ça aurait pu être un petit malin qui appelle et qui n'est pas compte. Et là, on protège aussi quelque part Roberit en disant « Non, ce gars-là, en fait, on ne le connaît pas, ne va pas plus loin avec lui ». Alors, comme je vous ai dit, ça, c'est la toute première partie. Le truc, c'est que derrière, on a la pâtisserie à aller chercher. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand Gustave rappelle Roberit au numéro qui a été spécifié, il va donner le numéro de commande. Ça va être exactement la même chose que le numéro de réservation.
Numéro de commande, c'est unique, et ça a une durée de validité relativement courte. Une fois que la commande est retirée, le numéro de commande, il ne sert plus à rien. Et ce numéro de commande, ça va être l'authorization code. C'est ce qui va permettre, en fait, d'ouvrir la serrure à code. Donc, il donne ça à Robérit pour que Robérit puisse dépêcher un coursier une fois la commande prise. Donc, ce qui se passe derrière, c'est que Robérit, en fait, raccroche avec Gustave et est en communication avec Dimitri. Dimitri passe sa commande, et là, ils vont pouvoir dépêcher le coursier avec le numéro de commande. Le truc aussi qu'il faut savoir là-dedans, c'est que on va s'assurer aussi que le numéro de commande ait une durée de vie très courte, pour s'assurer que les coursiers de Robérit vont aller chercher la commande dans l'heure, par exemple. Et s'ils essayent d'arriver plus tard, pour une quelconque raison, on va rompre la confiance à ce moment-là et se dire, bon, on n'est pas sûr en fait de ce que vous avez fait, là, on ne comprend pas pourquoi vous arrivez si tard, surtout qu'en plus, on a des trucs périssables, là, mais peu importe. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que s'ils veulent récupérer la commande, on va faire tout le process avec Dimitri. Parce qu'imaginez qu'ils arrivent 3 jours plus tard, on ne sait pas du tout pourquoi ils arrivent 3 jours plus tard. C'était censé être livré le jour même, ce truc-là. Donc, même si le code n'est jamais utilisé, on veut s'assurer qu'il ne soit utilisé que dans un temps limité après ce que l'utilisateur ait donné en fait son consentement pour. Voilà. S'il arrive 2 jours plus tard, on ne sait pas pourquoi le prestataire fait ça en fait. Bon, là, on peut dire que c'est limité à 2 heures par exemple. Donc ça va permettre au coursier de rentrer et de chercher la pâtisserie, et à aucun moment, Robérit, encore une fois, n'a eu les credentials de Dimitri. Donc le rôle de l'Authorization Server, c'est de distribuer des accès temporaires qu'on appelle les Authorization Codes. Pour recalquer un petit peu les mots de vocabulaire, l'ardoise et les pâtisseries, le gâteau, c'est ce qu'on appelle les ressources, puisque c'est ce qu'on tente d'accéder dans ce scénario. Dimitri, c'est le resource owner et le end user. Ressource owner, parce qu'on considère, son adresse, elle est à lui. La pâtisserie, on considère que même s'il la paye à crédit, elle est déjà à lui. Et le end user, parce que c'est à lui qu'est destinée en fait la pâtisserie. Ce couple-là, ressource owner, end user, ne sont pas forcément les mêmes personnes. Mais ici, dans notre cas d'utilisation, c'est le cas. Donc l'hôtel, c'est toujours là où on va trouver les pâtisseries et les ardoises, donc c'est le ressource serveur. Le numéro de commande, l'authoriation code. Gustave, l'authoriation server. Et Robérit, c'est le client. Alors peut-être que c'est peut-être bizarre pour vous que Robérit soit client et pas Dimitri. Parce qu'en fait, là, il faut penser d'un point de vue technique et pas d'un point de vue business. C'est-à-dire que Dimitri, qui est le end-user, il pourrait prendre ses jambes et aller à la pâtisserie. Mais ce n'est pas ce qu'il fait, en fait. Il a la flemme, donc il va déléguer ça à quelqu'un. Donc, il délègue la manipulation de ses ressources, donc les pâtisseries, à un service tiers. Et ce service tiers, c'est ce qu'on va appeler le client. Pourquoi ? Parce que le client, en fait, c'est lui qui va physiquement accéder aux ressources. C'est seulement pour ça. Donc, le but du client, donc de Robérit, qui est client de ressources auprès du ressource serveur à la demande d'un end-user, pour lui offrir un service. Son but, lui, ça va être d'accéder à la pâtisserie auprès de l'hôtel, parce que c'est dedans, à la demande de Dimitri pour lui offrir un service de livraison. Voilà. Donc dans la vie réelle, le client O2, c'est systématiquement une application. Voilà. Vous allez voir, ça va être plus clair après quand on va instancier ça sur Facebook et Google. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc imaginons maintenant que on oublie cette mire de login qui est complètement une mauvaise pratique, parce que vous n'êtes pas censé demander des mots de passe que vous n'êtes pas censé gérer. Et à la place, on va implémenter un flow OAuth 2. Chose qui n'a jamais été faite par Facebook d'ailleurs. Donc, on va faire ce petit exercice intellectuel. On va d'abord voir, là, il y a plusieurs protagonistes là dans ce scénario, et on va poser d'abord les mots de vocabulaire. Donc vous êtes la personne qui tentait d'importer vos contacts dans Facebook. Donc dans les mots de vocabulaire qu'on a vus, vous êtes ressource owner, mais vous êtes aussi le end user. Je ne l'ai pas mis ressource owner, mais c'est vrai. Les contacts, ce sont les ressources. Les contacts se trouvent dans Gmail, donc Gmail est le ressource serveur.
Alors, à qui vous demandez d'importer vos contacts? Qui va accéder à vos contacts pour les importer? C'est Facebook. Donc Facebook, c'est le client. Et en fait, votre compte Gmail, il n'est pas sécurisé par un compte Gmail, mais par un compte Google, parce que Google a tout fédéré. Toute leur suite, en fait, est gérée par un site qui s'appelle account.google.com, que vous alliez sur Google Docs, sur Google Drive ou sur Gmail. Donc le rôle de Google là-dedans, c'est le Authorization Server, parce que c'est lui qui, en fait, protège votre compte. Donc, quel est le process? Vous demandez à Facebook d'importer vos contacts. Maintenant, Facebook sait qu'à aucun moment, il doit demander votre mot de passe. Donc, il n'a pas le choix. Il va devoir vous rediriger sur le site de Google. D'accord? Google, en fait, en faisant cette redirection, Facebook demande à Google de confirmer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous avez bien accès à Gmail, en fait. Donc Google, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous présenter une mire de login. Et là, vous êtes sur le site de Google. Donc comme vous avez le site de Google qui vous met une mire de login en vous demandant vos mots de passe Google, là, c'est totalement OK de mettre son mot de passe, puisque c'est le mot de passe de Google. Voyez. Quand j'ai dit tout à l'heure ne pas donner son mot de passe à d'autres personnes que les personnes qui sont censées les gérer, ce ne sont jamais des personnes physiques. Ne donnez jamais vos mots de passe à des personnes physiques. Là, je parlais d'application, en fait. Il y a des limites à l'analogie. Donc, une fois que vous êtes authentifié et que Google vérifie que vous avez bien un compte, Google va vous rediriger sur le site de Facebook. Et dans la redirection, il va me donner l'Authorization Code. Ce qui fait que Facebook peut utiliser ce code pour appeler derrière le ressource serveur, donc Gmail, pour récupérer vos contacts. Et dans ce schéma-là, à aucun moment Facebook a en fait votre mot de passe. Il ne connaît même pas l'identifiant de votre compte, Google. À la place, il a un authorization code qui va lui permettre par la suite de récupérer vos contacts. Et s'il ne le fait pas dans les 10 minutes, je crois que c'est ça à peu près les bonnes pratiques, il va devoir recommencer tout le process avec vous pour s'assurer de la sécurité en fait, des données de l'utilisateur. Et il va avoir une durée relativement courte pour utiliser cet authorization code. Au bout d'un moment, il va expirer cet authorization code. En fait, la dernière ligne, elle est un petit peu plus complexe. Et pour vous expliquer ce qui se passe réellement dans cette dernière ligne, il faut que je vous parle d'un autre problème. Oui, parce qu'il y a des grands trous dans la raquette encore. Là, je vous présente Gary, qui est le comptable de l'hôtel. Et un jour, il vient se plaindre auprès de Gustave, le manager, parce qu'en fait, il y a des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas qui nous réclament des sommes exorbitantes. Elles auraient réussi à livrer des pâtisseries. Alors, comment c'est possible? Comment les margoulins de la concurrence s'y sont pris? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le concurrent malveillant, Just Munch, a démarché nos VIP en les appelant activement, en se faisant passer pour Uber Eats. En disant, voilà, c'est Uber Eats, est-ce que ça vous dit une pâtisserie? Et Dimitri est tombé dans le piège. Bah oui, je veux bien. Là, en fait, Just Munch a hameçonné un de nos VIP. En fait, ils savent très bien que toute la suite du process, c'est de filer Dimitri à Gustave pour qu'ils dialoguent ensemble, pour qu'ils puissent authentifier Dimitri, pour pouvoir récupérer le numéro de commande. Sans ce numéro de commande, en fait, Just Munch ne pourra jamais récupérer la pâtisserie. Et ils savent aussi très bien que maintenant, on a dit à nos VIP de plus jamais donner leur mot de passe à un tiers. C'est pour ça qu'ils sont obligés de l'hameçonner. Donc par la suite, ils appellent Gustave en se faisant passer toujours par Uber Eats, en disant « Ok, fais tout ton process, authentifie-le, donne-moi le numéro de commande, et surtout, à la fin, tu me rappelles à ce numéro. » Sauf que ce n'est pas le numéro de Uber Eats, c'est celui de Just Munch. Et Gustave n'y voit que du feu, en fait. Parce qu'au moment où il a fait toute sa tambouille avec Dimitri, il rappelle le numéro, sauf que c'est celui de Just Munch. Et Just Munch se retrouve avec le numéro de commande, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à récupérer la pâtisserie. Parce que c'est ce qui permet d'ouvrir la serrure à code. Donc ce qu'on va faire vous avez bien compris là le problème? Le problème, c'est le numéro de téléphone. Parce qu'on peut mettre n'importe quoi, en fait. Je te dis, rappelle-moi à ce numéro, je me fais passer pour quelqu'un, je te rappelle au numéro, tu as l'impression d'avoir la personne en face, tu as l'impression d'avoir Uber Eats, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire ce qu'on a fait pour
outrepasser ce problème, c'est maintenant, on va référencer les clients avec leur adresse de contact. Les clients au sens, pas convive, mais au sens application, donc en fait, Robert Eats. Donc Gustave, maintenant, a un registre dans lequel il va stocker pour les clients avec lesquels on travaille, donc les prestataires avec lesquels on travaille, les numéros de téléphone dont on sait qu'ils leur sont attribués. Ce qui fait que là, maintenant, quand Just Munch se fait passer pour Robert Eats et lui dit « rappelle-moi au numéro 01666666 », Gustave va pouvoir regarder dans ce registre. S'il ne trouve pas le numéro de téléphone, il se rend compte qu'il n'est pas attribué à Robert Eats, il ne va pas plus loin. Voilà, terminé. Donc le numéro de téléphone, c'est ce qu'on appelle l'adresse de redirection, donc redirect URI, et Robert Eats, on va appeler ça le client ID, l'identifiant du client. Donc le rôle de l'Authorization Server dans ce use case, c'est de maintenir une liste de redirect URI autorisés en exact match par client ID. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se limiter aux 9 premiers digits du numéro de téléphone, parce que peut-être que Just Munch a réussi à avoir les 9 premiers digits bons, et voilà, le dernier, comme on ne le vérifie pas, voilà, on se fait avoir. Donc c'est très important de vérifier que c'est un match exact, enfin que c'est exactement ce qui a été renseigné auprès de l'Authorization Server. Ça, c'est une bonne pratique qui date de OAuth 2.1. Alors, si on se replace dans le monde réel, c'est-à-dire entre Facebook et Google, en fait, à quel moment tout cela se passe? Vous devez savoir que quand Facebook vous redirige vers Google, il n'y a aucune communication directe entre Facebook et Google. Une redirection, qu'est-ce que c'est? C'est Facebook qui envoie un ordre à votre navigateur de vous rediriger sur le site de Google. OK? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en plus, vous êtes dans un navigateur. Donc, quand vous êtes redirigé sur le site de Google, vous allez voir un truc comme ça. Alors, comme ils n'ont jamais fait l'intégration avec Facebook, là, je l'ai fait avec Miro, qui est un autre outil, mais imaginez que Miro, c'est Facebook. Alors, j'ai plusieurs comptes, donc ils me demandent de sélectionner un compte, mais whatever, on s'en fiche. Ici, imaginez que c'est la mire de login. Cette mire de login, comme je vous l'ai expliqué, elle est sur le site de Google. Vous voyez bien accountgoogle.com. Et Facebook, en fait, va vouloir à ce que Google vous redirige ensuite, une fois que vous avez été authentifié, sur une page bien particulière. Parce que si par défaut, il vous redirige systématiquement sur la homepage de Facebook, on va avoir une user experience complètement déplorable. Ce que vous avez envie, c'est de revenir sur la page sur laquelle vous étiez sur Facebook. Donc c'est pour ça qu'en fait, Facebook va passer des informations à Google. Il va lui passer son client ID pour qu'il comprenne en fait que c'est Facebook qui est en train de lui parler, et l'URL de redirection, avec la page sur Facebook sur laquelle vous devez être redirigé. Et en fait, dans une redirection, le seul moyen d'échanger de l'information, c'est par les URL. On n'a pas d'autre moyen. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il n'y a pas de communication directe entre Facebook et Google. Donc, ce qui se passe, c'est que Facebook positionne cette URL, envoie un ordre de redirection à votre browser, et votre browser prend cette URL, l'appelle et arrive sur Google. Donc, c'est-à-dire que Google lit ces informations de l'URL. Mais ça veut dire aussi que moi, si je suis un hacker, là, avec un screenshot, je sais exactement comment l'URL est construite. Je peux copier-coller ça et changer le redirect URI. Ce qui fait que si j'arrive à vous faire cliquer sur ce lien-là, vous allez arriver sur Google. Google va avoir l'impression que c'est Facebook en fait qui le contacte, enfin qui lui demande de vous authentifier. Il vous authentifie, il va rediriger sur le redirect URI. Sauf que là, ça va être mon site malveillant. Ce qui veut dire que Google va me filer à moi un authorization code qui était censé être à destination de Facebook, mais il arrive sur mon site. Et du coup, je vais pouvoir accéder à vos ressources. Et c'est pour se prémunir de ce genre d'attaque qu'on fait en sorte que le redirect URI soit référencié chez Google et qu'il soit en exact match. Ce qui fait que Facebook va déclarer « Voici les URL sur lesquelles je vais te faire rediriger les personnes que je te demande d'authentifier. » Si c'en est une autre, c'est une whitelist, en fait, si tu retrouves autre chose, c'est peut-être pas moi, alors fais gaffe. Donc voici pourquoi on les référence, ces informations-là, dans les authorization servers. Et grâce à ce moyen-là, moi, je ne pourrais pas vous rediriger sur mon site malveillant. Ça va, ça? Ouais. OK. Mais ce n'est pas la fin de nos problèmes.
Si on revient dans l'hôtel, en fait, on a un nouveau cas où on a eu deux convives qui se sont tapés dessus parce qu'il y en a deux qui sont retrouvés dans la même chambre. Et il y avait un des deux qui était un squatter. Cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'on avait deux convives avec le même numéro de réservation. Pour vous expliquer à quoi c'est dû, c'est un petit problème de regard indiscret. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, le numéro de réservation, on l'envoie par courrier. Quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il l'a reçu. Notamment parce que vous êtes peut-être trompé dans l'adresse, ou peut-être que le facteur a paumé la lettre, ou qu'il l'a gardée pour lui, ou qu'il l'a ouverte, il l'a regardée, puis il l'a mis dans la boîte aux lettres. Et là, c'était même pire que ça, en fait. Enfin, c'est pas pire que ça, mais c'était même plus simple, à la limite. C'est qu'on a eu le convive qui était devant sa boîte aux lettres, qui a ouvert la lettre dans son hall. Il y a un de ses voisins qui passait par là. Il a jeté un œil par-dessus son épaule et il a vu le numéro de réservation. Donc la seule chose qu'il avait à faire, c'était de se pointer à l'hôtel avant lui, taper sur un serveur à code et accéder à la chambre. Voilà. C'est typiquement le genre de problème qui peut vous arriver lorsque vous recevez un mail de réservation d'hôtel et que vous imprimez ça au taf et que vous laissez ça à l'imprimante pendant quelques heures. Donc, envoyer quelque chose par courrier ou par mail, c'est quelque chose qu'on va appeler un front channel. Un front channel, ce n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas être sûr que la personne en face a reçu votre message. Vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui l'a reçu. Vous pouvez être sûr que ça n'a pas été intercepté. Vous voyez ? Donc, envoyer quelque chose qui permet d'accéder à la chambre par courrier, donc sur un front channel, c'est une très mauvaise idée. Donc on va changer ça pour faire en sorte que l'accès soit remis en main propre. Et vous allez voir, c'est un process que vous connaissez tous quand vous allez réserver une chambre d'hôtel. C'est-à-dire que quand vous allez réserver une chambre d'hôtel, vous avez votre numéro de réservation. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire, on va changer là la serrure à code. À la place, on va mettre une badgeuse avec des cartes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir le réceptionniste, vous dites, voici mon numéro de réservation, et en échange, on vous donne quoi dans un hôtel? Une carte, ouais. Et c'est la carte d'accès. Alors que le numéro de réservation, c'est ce qui vous autorise à récupérer cette carte. Très bien. Mais ce numéro de réservation, on ne va pas s'en servir pour ouvrir la porte. Parce que, encore une fois, c'est échangé sur le front channel, donc par courrier, on n'est pas sûr que c'est vous qui l'avez reçu. Par contre, quand vous êtes devant le réceptionniste, en fait, quand il vous donne la carte, il vous la remet en main propre. Donc il est sûr que c'est vous qui l'avez en main et que vous l'avez reçue et que personne ne l'a chopé au vol. Vous voyez bien? Donc c'est pour ça que l'accès, on va le remettre en main propre. Donc le numéro de réservation, c'est toujours l'autorization code. Il va avoir une durée limitée qui va permettre, en fait, d'échanger cet authorization code contre une carte d'accès, qu'on appelle l'access token. Et l'access token, il est très important qu'il soit remis dans ce qu'on appelle un back channel. Un back channel, c'est un moyen d'échanger de l'information où vous êtes sûr que la personne à qui est destiné le message l'a bien reçu. Remise en main propre, si vous êtes devant moi, je suis sûr que vous avez le truc. Je vous envoie un courrier, aucune idée si vous l'avez reçu. Vous voyez ? Donc l'authorization code, c'est juste pour récupérer cet access token. Une fois que l'access token est récupéré, l'autorization code n'est plus utilisable. Terminé. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre se ramène plus tard, avec cet authorization code, on va dire non, mais il est déjà utilisé, c'est fini en fait. Tu ne pourras pas récupérer en fait un access token, donc la carte. Et bien sûr, cet access token, lui, il va avoir une durée de vie courte qui va vous permettre de pouvoir aller à l'hôtel. Donc, dans le cas de l'hôtel, on va dire que c'est la fin de votre réservation, mais dans la vie réelle, c'est généralement 1 heure. Donc, en fait, authorization code, c'est à peu près 10 minutes pour pouvoir l'échanger contre un access token. Un access token, dans les bonnes pratiques, une fois que vous l'avez, vous avez 1 heure pour l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et une fois que c'est terminé, on doit refaire tout le process avec l'utilisateur pour être sûr qu'il vous donne bien le droit, à vous en tant qu'application, d'accéder à ces ressources. Voilà. Donc, je répète, numéro de réservation, authorization code, carte d'accès, l'access token. Le courrier, c'est le front channel, la remise en main propre, c'est le back channel. Si on applique ça, Google, Facebook, OK, comment ça se passe? En fait, c'est un moment où Google vous redirige sur Facebook.
Quand Google vous redirige sur Facebook, je vous l'ai dit, le seul moyen qu'il a de passer de l'information, c'est de positionner dans l'URL l'information qu'il veut vous passer. Ce qui fait qu'il n'a pas d'autre moyen que de filer l'authorization code dans l'URL. Et encore une fois, comme c'est une redirection, et que ce n'est pas une communication directe entre Google et Facebook, c'est Google qui demande à votre navigateur de vous rediriger. Google n'a aucune information sur le fait que vous avez été bien dirigé. C'est terminé. Hein. Si vous pensez d'un point de vue technique, Google envoie une 302 en HTTP, c'est terminé, il n'a plus d'autres informations. C'est fini. Ce qui fait que on va appeler cette redirection un front channel. Et c'est interceptable en plus, pour plein de raisons différentes. Vous pouvez avoir un plugin malveillant dans votre navigateur qui scanne les URL. Alors ça, c'était une vulnérabilité qui existait pendant longtemps dans les navigateurs, mais dans les récentes versions, ils se sont assurés à ce que ce soit plus aussi scannable. Ou d'autres choses. Vous pouvez avoir des trucs de type un peu man in the middle. Quand vous travaillez dans des grandes boîtes françaises, des fois, eh bien, vous avez l'impression d'avoir une terminaison SSL avec Google, mais en fait, non. Ils ont un proxy en local et vous avez une terminaison SSL avec ce proxy-là, et lui refait une terminaison avec Google. Donc en fait, le certificat que vous récupérez alors que vous pensez travailler avec Google, bah, c'est celui de votre boîte. Et comme ça, votre boîte est capable de décoder tous vos flux. Et s'il y a un truc malveillant là-dedans ou qui se font hacker, bah, typiquement, on peut récupérer ce genre d'informations. C'est pour cela, en fait, qu'on appelle ça un front channel. Donc quand Facebook reçoit... quand vous êtes redirigé sur Facebook, Facebook va lire l'authorization code de l'URL. Et par contre, ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas utiliser l'authorization code pour récupérer vos contacts. Il a besoin de l'échanger contre un access token. C'est la carte, hein. C'est la même chose. Donc ce qu'il va faire, c'est que là, il va demander une remise en main propre. Comment on fait une remise en main propre dans le web? C'est simple, connexion directe et synchrone entre Facebook et Google en HTTPS. Là, quand vous faites ça, vous êtes sûr qu'en face, c'est Google. Donc ça veut dire qu'on va initier un backchannel HTTPS et dedans, on va faire l'échange. Alors, ce backchannel, ça peut être soit de back-end à back-end, soit la web app de Facebook qui fait un appel HTTPS vers un back-end de Google en Ajax. Parce qu'on va considérer que ça, c'est aussi un backchannel, parce que même si, en réalité, c'est un script qui est exécuté dans votre navigateur, ce script va être attaché d'un point de vue HTTP au host de Facebook. Donc en fait, ça veut dire que ce script que Facebook a créé et qui est identifié comme provenant du domaine de Facebook est en train de faire une connexion à Google. C'est pour ça qu'on considère que c'est un backchannel. Et là, dans ce process synchrone qui est chiffré, on va pouvoir échanger contre un access token. Ce qui fait qu'on est sûr que l'access token, il n'y a personne qui l'a intercepté. Outre les histoires de proxy man in the middle, mais ça, c'est encore un autre problème. Et grâce à cet access token, Facebook va pouvoir récupérer vos contacts. Donc je leur dis, l'autorization code, il n'est pas très sûr, du coup, il ne sera utilisable que dans un temps très court, 10 minutes. Si en 10 minutes, personne ne l'a utilisé, c'est terminé, il faut refaire tout le process. Donc Facebook, une fois qu'il le récupère, il a 10 minutes pour récupérer un access token. Ça peut être même plus court que ça. Et une fois qu'il a l'access token va avoir une durée de vie aussi courte pour qu'il puisse faire ses affaires, mais au bout d'une heure, c'est terminé. S'il veut continuer à accéder à vos contacts, il n'a pas d'autre choix que de vous redemander à vous de refaire tout le process et de vous reloguer auprès de Google. Voilà. Bon, en fait, il y a un autre truc qui s'appelle les refresh tokens, mais on ne verra pas ça aujourd'hui, parce que je n'ai pas assez de temps pour tout expliquer. Ce flow-là, c'est ce qu'on appelle l'implicit flow, parce que dans OAuth, il y a plusieurs flows, et c'est le flow le plus utilisé. C'est celui qui permet à une web app de faire tout un flow OAuth 2. Et ce flow qui est le plus utilisé, il est complètement pété. Il faut arrêter de l'utiliser. Ça fait maintenant, je crois, 18 mois qu'on dit à tout le monde d'arrêter de faire ça. Parce qu'il y a un gros trou là-dedans. Je ne sais pas, mais depuis tout à l'heure, je vous dis que le front channel, c'est pas sûr. Pourtant, on échange toujours un truc là-dedans qui nous permet de récupérer l'access token, qui est l'authorization code. Mais si cet authorization code il se fait intercepter, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un gros problème, en fait. Parce que là, c'est un gros trou. Alors, pour la suite, pour vous expliquer le problème, j'ai besoin de 2 volontaires. Ok. Tu t'appelles comment? Alexis. Quelqu'un d'autre? Je ne vais pas vous manger. Ouais.
Yves? Ok. Alors, qui veut faire le gentil, qui veut faire le méchant? Tu veux faire le méchant. Alors, Yves, toi, tu es Robert Hitz. Alexis, tu es Just Munch. Donc, tu es le méchant. Tu as investi l'immeuble dans lequel travaillent les employés de Robert Hitz et tu es à l'affût de tout. Tu écoutes tout, etc. Là, tu as un des VIP qui t'appelle. Donc, quelle est la suite? Ouais. Du coup, je contacte l'hôtel pour... Donc, c'est moi ça. Donc, tu m'appelles. Oui, je t'appelle. OK. Donc, tu vas me repasser le gars, etc. Et moi, je te dis, le numéro de commande, c'est le 42. Oui, OK. Là, imaginons que tu l'as répété à voix haute, ou que tu l'as écrit sur un papier parce que tu ne veux pas l'oublier, ou même, en fait, tu étais en train de faire ta pause pipi, et il y avait à côté Alexis qui décroche le téléphone. Donc, en fait, moi, j'ai aucun moyen de savoir qui est derrière. Parce que si Alexis décroche, moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es rappelé toi. Ce qui n'est pas le cas. Donc, Alexis, du coup, il a le numéro, qui est le 42. Si Alexis vient maintenant à l'hôtel, et il me dit, j'ai une commande à récupérer, je fais, OK, ça va être comme exactement la même chose avec le numéro de réservation. Ce numéro-là ne permet plus d'accéder à la porte, il faut qu'il ait une carte d'accès. Donc, tu viens me voir, je te dis, c'est quoi le numéro de commande? 32. Je lui donne la carte, je suis sûr qu'il a récupéré la carte. C'est bien à lui que je l'ai donnée. Puisque tu es devant moi, je sais que personne n'a intercepté la carte. Donc, il va chercher la pâtisserie et je me suis fait avoir. Parce que le trou là-dedans, c'est que je ne suis pas sûr à qui j'ai donné le numéro de commande. Je ne peux pas en être sûr du tout. Et c'est ça le trou. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout ça. Et je vais vous demander tous les deux, si c'est possible, de scanner ce QR code. Alors pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de piège. Je vais vous montrer ce qu'ils vont voir derrière. Et vous me dites quand c'est bon. Vous pouvez scanner aussi les autres, si vous voulez. De toute façon. Mais on va voir en live à quoi ça ressemble. C'est bon, vous l'avez? Alors, ce que vous allez voir, c'est ça. OK. Donc, on va refaire le process maintenant. Donc là, tu m'appelles et parce que tu as un VIP, et avant même que je te donne un numéro de commande, alors surtout, Alexis, il faut que tu entendes tout ce qui se passe et que tu notes tout. Je vais te demander deux choses. Est-ce que tu peux choisir une fonction là-dedans, qui est à gauche? C'est une fonction de hachage. Chat 384. Chat 384. Alors lequel? Parce qu'il y a du chat 3 384. Ou chat 384. Oui, OK. Et je vais te demander un truc maintenant. Alors, une fonction d'achat, c'est une fonction mathématique qui prend un x et qui vous donne un y. Tout bête. Maintenant, je vais te demander de penser à un numéro, mais surtout, tu ne vas surtout pas me le dire. Tu le dis à personne. D'accord? Autant de digits que tu veux. Tu l'as, ton numéro? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est le 56. Non. Super. Donc, tu vas taper ce numéro, comme il est à côté de toi, Alexis, tu fais en sorte qu'il ne le regarde pas, dans Input, là. Hop. Ça va te donner un hash qui est en bas. Et je veux que tu me donnes les 4 premiers chiffres du hash qui sont en bas. Les 4 premiers chiffres? Oui, les 4 premiers digits. AC37. AC37, OK. Oui, donc ça, tu me le communiques au téléphone. Donc à côté, tu as entendu quoi? Ouais, tu notes tout. Donc il a le chat 384 et il a le AC97. AC37. AC37, OK. Ouais. Et le numéro de commande, moi je te dis que c'est le 42. Okay. Donc maintenant, si toi tu viens, Alexis, avec ces informations-là, je te demande, OK, c'est quel numéro de commande que tu veux récupérer? 42. OK. Maintenant, est-ce que tu peux me donner le numéro magique auquel tu as pensé? Ah bah si, il faut que tu me le donnes. Alors c'est quoi? 12. Enfin, s'il trouve... Non, là c'est 1E23. En fait, tu pourras essayer autant de fois que tu veux. Il est très peu probable que tu puisses trouver en fait le X qui n'a jamais été communiqué. À aucun moment en fait. Parce qu'en plus, une fonction de hachage, vous devez savoir que c'est une propriété mathématique qui fait que, à partir du Y, trouver une fonction inverse qui va vous donner le X, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible.
C'est pour ça qu'on a inventé ces trucs-là et qu'on utilise beaucoup en sécurité. Alors, il y a toujours des attaques possibles, mais c'est quasi impossible. Ce qui fait que je suis sûr que Alexis, ce n'est pas la personne qui a passé la commande. Parce qu'il n'est pas capable de se donner ce numéro-là que personne d'autre, à part l'initiateur de la commande, que j'ai eu au téléphone, ne connaît. Du coup, j'appelle la sécurité et je te sors. Voilà. Donc Yves, maintenant toi tu arrives à l'hôtel, je te demande le numéro de commande. Le numéro de commande. Parce que 42, je te sors là. 42 et le numéro c'est 24. Franchement, c'était pas très smart ça. Parce qu'il aurait pu le trouver là, j'aurais fait ah. C'était pas loin. Et donc là, en fait, comme tu m'avais filé le AC37, je peux vérifier que oui, ça match. Donc je suis sûr que c'est toi. C'est un process que vous connaissez peut-être déjà si vous avez acheté des choses sur Amazon, des choses qui coûtaient un peu cher. Des fois, Amazon vous donne un numéro et vous devez le communiquer en fait au livreur au moment où il va faire la livraison. Et vous dites surtout, ne communiquez pas ça au téléphone. Et de communiquer ça en fait de visu. Ce qui se passe, c'est que pareil, ce X-là, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous n'êtes pas capable de donner ce numéro, c'est bon. Si vous n'êtes pas capable de donner ce numéro au livreur, le livreur ne vous donnera pas le colis. Mais le livreur lui-même ne connaît pas le numéro, ce qui évite à ce qu'il puisse voler en fait le colis. En tout cas, je vous remercie. Vous pouvez les applaudir. Hein. Donc, en fait, ce X-là, on va le remettre dans le back channel. Parce que Yves avait besoin d'être sûr que c'est moi qui allais récupérer ce numéro-là. Parce que si, à côté, Alexis, lui, l'avait récupéré en se faisant passer pour moi, sans qu'il le sache, Alexis serait capable d'aller récupérer la commande. C'est pour ça que ce X-là, on le fait de visu et pas au téléphone. Et bien sûr, le téléphone, vous aurez compris, c'est aussi un front channel. Donc, grâce à ce process, on s'est assuré que l'initiateur de la demande est bien la personne à qui on octroie l'accès. Donc, je vous ai expliqué aussi une fois, tout à l'heure, qu'une fonction de hachage, c'est une fonction pour un x qui vous donne un y. Les termes qu'on va utiliser comme mot de vocabulaire en OAuth, le F, c'est ce qu'on appelle le code change method, qui était le SHA-384. En fait, dans la norme de OAuth, vous avez deux choix, SHA-256 et plain text. Il ne faut pas utiliser plain text. En fait, plain text n'existe que pour les tests, en fait. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'utiliser. Utilisez SHA-256. Le X, qui est le numéro magique auquel il a pensé, c'est ce qu'on appelle le code verifier, et le Y, c'est le code challenge, le H. Donc tout ce qui est en haut, là, code change method et code challenge, on peut le communiquer de manière publique, on s'en fiche, parce que les gens ne peuvent pas, en fait, retrouver le X à partir de ça. Et le code verifier, donc le X, on va faire attention de la manière dont on le donne et on va le donner que dans le back channel. Si on applique ça à Facebook et Google, en fait, quand Facebook va vous rediriger sur Google, il va positionner son Y et son F. Il va dire à Google, alors, je te donne le code challenge, qui est le Y, et je te donne le code challenge méthode, donc SHA-256. Google va stocker ça. Bien sûr, il fait tout le process, donc il lui donne l'authorization code, le numéro de commande. Et en fait, quand Facebook va vouloir échanger l'authorization code pour avoir l'access token, donc la carte, il va donner en plus le code verifier dans le back channel, dans la communication directe, en HTTPS. Ce que fait Google à ce moment-là, c'est qu'il va vérifier que f de x égale y. Il a reçu publiquement f et y, il les a stockés, il a associé ça à l'authorization code, il revoit le même authorization code, maintenant il attend le x. Et si ça match, donc le code challenge est égal au code challenge method à qui on met en paramètre le code verifier, là, il donne l'access token. Si ça ne matche pas, il est sûr que ce n'est pas Facebook en fait, qui a fait la demande, que c'est quelqu'un d'autre. Ce qui fait que ça nous protège. Et grâce à ça, on peut récupérer les contacts. Ce flow-là, c'est ce qu'on appelle Authorization Code with PKCE, PXE pour les intimes, et c'est le seul flow que vous êtes censé utiliser maintenant en OAuth, que vous fassiez de la web app ou du back-end à back-end. Alors, il y a des flows très particuliers qui existent encore, mais il y en a beaucoup qui ont été décommissionnés. Donc l'Authorization Code normal a été décommissionné, et l'implicit flow aussi. Ça a été inventé par les mobiles il y a quelques années. Alors, j'avais un truc sur les scopes, mais je ne vais pas avoir le temps. En fait, il faut savoir que quand vous récupérez un
En fait, le problème, c'est que Facebook, avec l'Access Token, comme il va avoir accès à votre Gmail, il pourra avoir accès à tout votre Gmail. Et dans votre Gmail, vous n'avez pas que des contacts, vous avez aussi vos mails. Donc avoir un accès qui permet d'accéder à Gmail, ça veut dire qu'il accède à tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scoper l'Access Token. Et on va dire, bah non, mais cet Access Token va permettre à Facebook de récupérer que les contacts. Donc si Facebook essaye de récupérer les mails avec un Access Token qui dit non, tu peux lire que les contacts, là c'est Gmail qui va dire no way, c'est pas possible. Et comment ça marche? Vous l'avez peut-être déjà vu, des fois il y a des sites, quand vous allez vous authentifier, notamment c'est le cas avec GitHub, quand vous faites des intégrations, vous voulez vous intégrer avec un truc qui lit votre repository pour je ne sais pas quoi, par exemple Snyk ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous arrivez sur le site de GitHub, vous mettez votre mot de passe, etc. Et après là, il vous demande un truc, il fait, est-ce que vous consentez à ce que cette application peut lire votre repository? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de truc? Ouais. Bah, c'est exactement ça le consentement. Et ça va positionner des scopes. C'est-à-dire que si vous dites, oui, j'autorise GitHub à accéder à mon repository, dans l'autorization code, il y a un scope qui dit « lit repository ». Mais peut-être qu'il ne va pas pouvoir écrire dans le repository, parce que vous n'avez pas consenti de le faire. Ça, c'est un truc aussi qui existe sur vos mobiles. Hein. Quand vous avez Twitter et que vous voulez publier une photo et que vous n'avez jamais autorisé Twitter à le faire, en fait, l'OS va détecter que vous essayez de publier une photo via Twitter, mais il va quand même vous demander votre consentement, parce que Twitter pourrait tourner en background et faire des choses avec vos photos. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est une demande de consentement qui va créer un scope. Et ce qui est important pour les scopes, c'est permet d'octroyer un accès à une application, à une ressource d'utilisateur, mais à aucun cas un scope, c'est fait pour limiter les accès d'un utilisateur. Ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment pour limiter le fait que Twitter puisse lire vos photos et pas vos contacts, par exemple. Mais ce n'est pas fait pour que, s'il y a quelqu'un d'autre qui est sur votre téléphone, cette personne-là, en fait, même s'il est authentifié sur le téléphone, puisse ne pas avoir accès à certaines choses. Ce n'est pas du tout fait pour ça, les scopes de haute. Si je le dis, c'est parce que beaucoup de gens l'utilisent à tort pour assigner des accès à des end-users. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, j'en ai fini. Je vous ai mis le site de OAuth 2.1, qui est une draft pour l'instant. En fait, OAuth 2.1, ce n'est pas vraiment une nouvelle version du protocole. C'est juste que pour définir OAuth 2, il y a 80 RFC qui s'invalident les unes les autres. Donc si vous voulez savoir c'est quoi l'état de l'art de OAuth 2, c'est impossible, quoi. C'est hyper compliqué. Du coup, ils se sont dit, on va refaire un seul document qui compile tout avec tout ce qu'il faut faire comme bonne pratique. Alors que c'est déjà publié, hein, les bonnes pratiques. Et ça s'appelle OAuth 2.1. Vous avez la liste ici des choses qui ont été dépréciées et les grosses différences. Et je vous invite à regarder ça. Et je vous remercie. On a le temps pour une question. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Alors, à quel moment le hash est communiqué du client au web server? En fait, c'est au moment où, tu vois, hop, ici, quand Facebook te redirige sur Google, avant même que Google t'authentifie, il va mettre dans l'URL le H, donc qui est l'Y, et le F, qui est SHA-256. C'est comme ça que Google va le récupérer. Google t'authentifie et... Oui, mais je l'ai dit que ça, c'était pas grave. Parce qu'en fait, quand tu as ces informations-là, tu vas être incapable de récupérer le X, qui est la clé, en fait, pour tout récupérer. C'est des informations publiques, en fait, si tu veux. Le F et le Y. C'est pour ça que je dis que le X, il faut qu'il soit échangé sur le back channel. Parce que ça reste un front channel. Alors, je ne sais pas si ça, c'était clair pour tout le monde. F et Y, vous pouvez le donner à n'importe qui, on s'en fiche. Parce que, impossible de récupérer le X. C'est pour ça que tout à l'heure, Alexis les avait, en fait. Quand il est venu à l'hôtel, ça lui a servi à rien. Ça, j'ai répondu à ta question? Une autre question? Non? Oui? L'algorithme utilisé par OAuth, il est paramétrable. Enfin, je veux dire, est-ce que de base, c'est SHA-256 qui est utilisé? Ah oui. Est-ce qu'on peut en choisir un autre? Alors, en fait, comme je t'ai dit dans la norme, tu n'as que le choix entre SHA-256 et plaintext. Par défaut, les authorization servers sont configurés pour faire du SHA-256. Je ne suis même pas sûr que j'en connais beaucoup qui te permettent de faire du plaintext. Et si tu le fais, généralement, c'est pour des use cases de non-prod, en fait, qui sont juste des tests.
Mais tu ne peux pas choisir autre chose que SHA-256 sinon. Voilà. Et à l'heure de l'informatique quantique et Oula. du coup des vitesses de brute force pour essayer de décoder les hash, est-ce que l'algorithme est toujours d'actualité? Au niveau de SHA-256 ? Ouais. Alors, je t'avoue que je n'ai pas connaissance d'une attaque qui fonctionne en brute force sur SHA-256. Peut-être que ça existe. À ma connaissance, il n'y en a pas. La seule attaque qui est possible sur SHA-256, il y en a peut-être qui l'ont vu dans ma précédente conf qui s'appelle « Comment se faire hacker bien comme il faut », c'est les attaques de type Rainbow Table. Ouais. Sauf que là, implémenter une Rainbow Table quand tu as souvent quelques millisecondes pour aller changer l'authorization code, c'est très très peu probable que ça marche. Mais je t'avoue que je ne sais pas si l'informatique quantique a pété sur SHA-256. Mais le jour où ça arrive, il faudra changer d'algorithme, ça c'est sûr. C'est bon? Tu me dis si... Non, c'est bon? Merci à tous.